Hello everyone! Hello par ici. J'attends qu'Instagram vous informe que nous sommes en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hello! En attendant, j'en profite pour partager le live. Pour ceux qui ne le savent pas, on se retrouve aujourd'hui en fait pour un live avec ma belle Emma de J'aime mes finances. Donc là, on attend que... Coucou Uriel! On attend qu'elle arrive. Ça y est! Coucou Emma! Alors maintenant, tu vas juste envoyer une demande et le tour, il sera joué. Normalement, tu vas pouvoir apparaître en direct. En attendant, j'en profite pour partager le live. Alors, tadadam, oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça s'affiche? Oui? Non? Est-ce que tu me vois? Oui! Yeah! Je te vois. Ça a l'air un peu sombre Où ça? chez moi. Tu me vois bien? Il y a assez de lumière? C'est un peu, un peu Un peu flouté. quoi? Mais sinon, je te C'est vois bien. flouté. C'est Hmm. pas flouté. Moi, c'est surtout la lumière. J'ai l'impression que c'est sombre en fait. Bah, pour moi, c'est OK, hein, C'est vraiment. bon? Bon, bah, après, si c'est OK, c'est bon, hein. Ouais, l'important, c'est qu'on t'entende bien. Ah, d'accord. OK. Si on t'entend Tant bien, mieux, tant mieux. alors c'est OK pour moi. Alors, coucou à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste nous dire si vous nous entendez correctement, particulièrement Emma? C'est elle qu'on va écouter le plus aujourd'hui. Vas-y, parle un peu, on t'entend bien. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui se connectent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est vrai. Bon, là, c'est mieux. Là, c'est revenu, c'est net. Mais est-ce que tu peux parler un peu pour comprendre? Il y a un écho, Comment? Uriel. Il y a un écho? Là, je pense que ça va. Non, il y a un écho. Je m'entends parler. Il y a un écho chez toi ou chez moi? C'est chez toi parce que je m'entends. Alors là, mais comment je fais pour changer ça? Tu veux que je me déconnecte et je me reconnecte? Je sais pas. Je ne sais pas non plus. Sincèrement, j'en ai. Je sais pas. La technologie et moi, ça fait deux, tu sais. Mais pourtant, moi, je t'entends bien, j'ai pas d'écho, j'ai rien, hein. D'accord, ok. Est-ce que les autres m'entendent avec un écho? Oui, il y a Uriel qui a dit qu'il y a un écho et pareil, Rookies aussi. Elle demande si tu peux mettre des écouteurs, peut-être ce sera mieux. Que je mette des écouteurs? Oui, D'accord. Bon, attends. Je dois en avoir pas loin. ça marche. Oui, tu fais ça. Ah, super. Ah, rapide. Ok, ok, ok. Bon, je teste, hein. C'est pas dit que. Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Yes. Et je m'entends plus, donc c'est super. Génial. Je pense que c'est OK. Ouais, ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être toute seule avec ses écouteurs et tout. Bon, Mais non, nous sommes tous là. Alors, hello everyone, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un live sur le thème, comme on vous l'a annoncé, intelligence financière, mais particulièrement en fait les bonnes pratiques pour mieux gérer son argent. Donc, mon invitée de ce soir, c'est ma spéciale invitée de ce soir, chère Emma. Donc, je vais te laisser te bonjour. présenter. Et comme ça, D'accord. ensuite, je te poserai deux, trois questions et ensuite, je te laisserai dérouler et on répondra éventuellement aux questions des personnes Qui qui sont sont connectés. voilà, merci. D'accord. Bon, bah, bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir Lydie, merci de m'inviter sur ta page.
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Emma Giraudot. Je travaille dans le domaine de l'expertise comptable depuis plusieurs années et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est intelligence financière, tout ce qui est gestion de finances personnelles. Alors, cette passion m'a fait créer un groupe qui s'appelle J'aime mes finances où je partage justement tout ce que je sais pour aider les personnes, en particulier les jeunes actifs ou ceux qui sont déjà depuis un moment dans le milieu professionnel, à mieux gérer leurs finances en fait, à mieux appréhender justement la gestion de leurs finances pour pouvoir arriver à, comment dirais-je, arriver à atteindre leurs objectifs financiers euh, divers et variés, hein, ça dépend de chacun. Donc voilà à peu près ce que je fais sur mon groupe J'aime mes finances. Mais à la base, je suis comptable en cabinet d'expertise. Voilà. Ah, ça c'est moi. Yeah. Donc en fait, quand on a échangé, toi et moi, c'est vrai que, du moins, je pense qu'on a un peu hésité sur le thème là de l'intelligence financière parce qu'on Ouais. s'est dit, ben, il y a peut-être des personnes qui vont pas forcément comprendre, ça veut dire quoi ça en fait. Et en fait, moi je pense, du moins, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous expliquer, s'il te plaît, un peu plus simplement, brièvement, c'est quoi l'intelligence financière en fait, avant qu'on ne rentre évidemment dans le thème qu'on a choisi, les bonnes pratiques pour avoir des finances saines. Bah, intelligence financière, c'est un mot un peu pompeux pour pas grand-chose. En fait, ça veut dire tout simplement, c'est en fait la capacité à gérer les finances personnelles. C'est la capacité à gérer en fait tout ce qui est lié à l'argent. C'est tout ce que ça veut dire en fait. Parce qu'en fait, quand on dit intelligence, c'est la capacité à régler un problème. Alors, intelligence financière, c'est la capacité à régler les problèmes d'argent, tout simplement. Donc, c'est très pompeux comme ça, mais pour pas grand-chose. Mais après, c'est quelque chose qui, évidemment, ne s'apprend pas à l'école. C'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Il y en a pour qui ça va être des dons, il y en a pour qui ça va être un peu plus compliqué à, à mettre en place. Hein. C'est pour ça que, justement, il y en a c'est pour ça qu'il y a des coachs financiers, par exemple, qui le font pour aider les gens à mieux gérer leurs finances. Mais non, l'intelligence financière, c'est rien d'autre que la capacité à bien gérer tout ce qui va être problème financier, tout ce qui va être dans la finance. Alors, ça part du simple fait, par exemple, déjà d'apprendre à dépenser moins que ce qu'on ne gagne. Ça évolue au fur et à mesure, à savoir se faire un budget pour gérer ses finances. Après, c'est planifier, mettre en place de l'épargne, investir son argent. Donc, ça a plusieurs, en fait, on grandit en intelligence financière. C'est vraiment quelque chose qui se fait par étapes. Donc, plus on s'intéresse au sujet de l'argent, plus on a envie de faire à chaque fois un peu plus avec son argent. Par exemple, quand on se retrouve à avoir de l'épargne, on a envie de savoir qu'est-ce que je peux faire avec. Donc, on grandit un peu plus en intelligence financière et du coup, on investit. Donc, c'est vraiment cette capacité à se dire à chaque fois qu'est-ce que je peux faire avec mon argent, comment je peux mieux gérer mon argent de manière à atteindre rapidement mes objectifs, quoi, tout simplement. J'ai été un peu longue sur ma réponse, mais Et non, bon. ça permet de clarifier tout simplement. Donc, Ouais. non, non, pas du tout, c'est super. Donc, en fait, à ce moment-là, du coup, aujourd'hui, on s'est dit que ce serait bien du coup, de partager avec les personnes qui nous écoutent Mhm. aujourd'hui les bonnes pratiques pour avoir des finances saines. Et avant que tu ne les partages avec nous, parce que moi aussi, j'ai Mhm. taillé hein, pour prendre des notes, au-delà de prendre des D'accord. moi, j'aimerais quand même partager particulièrement parce qu'il y a plein de choses que tu m'as enseignées, mais il y a un truc en particulier sur lequel maintenant moi je fais hyper attention et je suis trop fière de moi, et donc je peux le dire, ok? Ouais. Donc, les courses, franchement, Ouais. moi je fais partie des personnes qui, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression de dépenser beaucoup trop d'argent dans les courses.
Et pourtant, on n'est Ouais. pas, je veux dire, dans ma maison, on n'est pas des gros mangeurs, hein, on n'est pas machin. Mais j'avais l'impression que c'était n'importe quoi en fait. Et en fait, ce que je me suis rendu compte grâce à toi, grâce à ton aide et grâce à tes conseils, c'est vraiment que bah, je faisais pas gaffe à ça. J'allais Mm. faire les courses au lieu de faire les courses en ayant défini qu'est-ce que je dois acheter, en Mm. sachant, en faisant une liste de courses, en respectant ma liste de courses, en définissant un budget éventuellement, etc., etc. Moi, ce sont des choses dans ma tête, je le savais, tu vois. Il y a beaucoup de choses, on sait, mais qu'on n'applique pas forcément et qu'on ne met pas forcément en pratique. Et du coup, je me disais, ouais, mais je comprends pas, mon art, toute ma thune finit dans les courses, mais je dépense trop. Mais c'est parce qu'à chaque fois, j'allais, la carte, allez, la carte. Et maintenant, maintenant j'essaie de prendre, de prélever de l'argent, d'avoir de l'argent en espèces pour être sûr aussi que je vais pas dépenser 10 000 fois plus que ce que j'ai prévu. Et surtout, je Mhm. sors ma liste des courses du sac parce qu'avant, je la sortais pas du tout. Tu fais la liste des courses, Bah, au magasin, tu fais ouais, c'est ça, important. je prends ça, je prends ça, je prends ça, etc., etc. Alors que finalement, en fait, non. Du coup, pour moi, c'est vraiment un des points, pour moi, c'est un exemple vraiment banal, basique et très simple, en fait, pour illustrer ce côté-là où, effectivement, c'est des choses qu'on fait tous les jours, on ne se rend pas compte, mais la thune, elle s'en va par là. Donc maintenant, je vais Bon, en fait, en ce qui concerne les courses, ça, c'est vraiment un des postes aussi qui est le plus important généralement dans les familles, surtout quand on commence à avoir des enfants, c'est des postes qui peuvent très vite monter. Donc, c'est important d'avoir vraiment un budget assez personnalisé qui reprend vraiment nos valeurs parce que d'une famille à l'autre, le budget course va être différent. Qu'on ait deux enfants, même si on se retrouve à avoir deux enfants, ça peut être une famille avec deux enfants, une famille A avec deux enfants, une famille B avec deux enfants, mais il peut y avoir une différence. Pourquoi? Parce que souvent, c'est les valeurs qu'on a. Tu vas avoir une famille où ils sont très bio et Hmm. ils vont dépenser beaucoup plus d'argent au niveau du bio. Donc, le budget course, c'est souvent aussi en fonction de nos valeurs, il y en a qui aiment manger tout ce qui est frais, tout ce qui est bon, tout ce qui va être, je sais que moi, par exemple, chez moi, nous, on n'est pas très bio ou je sais pas acheter des trucs super des marques à chaque fois. Donc notre budget course, on va dire, c'est un budget moyen, c'est le budget de monsieur et madame tout le monde. Et ce qu'il faut faire aussi attention, c'est comme tu as dit, c'est d'avoir toujours sa liste de courses lorsque tu vas faire tes courses. Et surtout aussi, moi j'ai remarqué, c'est d'éviter en fait d'aller faire les courses avec les enfants. Parce que moi, au début, surtout quand on a des enfants, c'est éviter d'aller faire les courses avec les enfants parce que les enfants, ça veut toujours quelque chose d'autre. Je veux ça. Moi, quand je fais les courses avec mes enfants, je ne me tiens jamais à ma liste. Je vais finir avec un paquet de bonbons, un paquet de chocolat, un paquet de quelque chose, un jouet même des fois. Il suffit qu'il y ait des trucs qui sont en promo, je vais me retrouver avec. Et puis, c'est un peu de faire un peu comme quand on a, je sais pas, peut-être les gens ici vont se retrouver dedans. En Afrique, par exemple, quand on est en Afrique, quand nos mamans nous envoyaient faire, par exemple, au marché, la maman, elle te donnait une liste et elle te donnait un montant bien précis. Hmm. Point final. Tu ne pouvais pas dépasser ça. Ça veut dire que si tu arrivais à faire les courses et tu trouvais que la tomate, ta mère t'a donné 100 francs pour acheter la tomate et la tomate coûte 125, tu es bloqué. Tu es obligé de dire à la dame, vends-moi des tomates pour 100 francs parce que maman m'a donné 100 francs. En point C'est bas. un peu comme ça. C'est un peu comme ça qu'on doit faire les courses. C'est j'ai mon budget course, je me tiens à mon budget pour justement éviter d'aller dans tous les sens. C'est éviter d'avoir les enfants, avoir sa liste et puis se tenir à son budget. Et souvent, ce qui est trompeur, ça va être les promos, les acheter trois, comment on dit, comment ils font là souvent, C'est c'est un acheter plus, trois machin. 2 plus 1 offert. Voilà, les promotions. En fait, tu te retrouves, moi, nous, enfin, ça dépend vraiment. Les promos, quand on a un budget qui est vraiment juste et limité, il faut en éviter. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, c'est pas la peine d'aller acheter un truc qui va dormir chez vous et vous mettre à découvert. Hmm. Mais par contre, quand on est large, à long terme, la promo, elle peut être intéressante, surtout quand on a des grandes familles. Parce que si on doit acheter un savon chaque mois, alors que là, on a la possibilité d'en avoir trois, Ouais. là, la promo, vous arrivez à en tirer bénéfice. Donc, la promo, oui, mais quand on a un budget quand même qui peut, voilà,
et quand on a des grandes familles, oui, ça peut être intéressant. Mais sinon, quand on est déjà juste au niveau de son budget et qu'on risque d'être à découvert, c'est peut-être mieux d'éviter les promos, D'accord. justement. En Donc, voilà ce que je pouvais dire sur point que tu as sur les courses. Non, mais je voulais dire, j'ai bien aimé le point que tu as relevé, notamment concernant le fait que ça dépend vraiment de chaque famille. Pour moi, c'est vraiment un point important parce que du coup, chaque famille consomme différemment. Et donc, Différemment, pas oui. de rentrer dans une case, mais il s'agit d'adapter en fait ce qu'on a envie, ce qu'on veut, etc. par rapport à notre propre vie et tout. Donc, c'est un point que j'aime beaucoup. C'est très, très... Non, mais enfin, un budget est fait en fonction de nos valeurs, en fonction de nos objectifs. Hum, On, on peut pas vous dire, enfin, je peux pas te dire, mets 300 euros de courses tous les mois. Je ne sais pas comment vous mangez chez vous. Je ne sais pas si vous mangez africain, vous mangez européen, parce qu'on sait qu'africain, ça coûte un peu plus cher. oui. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez manger, c'est en fonction de vos valeurs, c'est en fonction de vraiment de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez comme plan, en fait, comme objectif. Donc, c'est à peu près ça. Donc, moi, je tenais absolument hein, à parler de mon budget course parce que c'est un Mais, budget qui a changé au dans hasard. quelques mois. Hein. Donc, si ça Mhm. peut aider quelqu'un, c'est très bien. Donc, maintenant, je vais Ouais. te laisser continuer et nous partager les différents points que tu as pour nous. Et ensuite, on a déjà quelques questions qui sont en train d'arriver. Ok, bon. Bon, en fait, enfin, je vais essayer de partager un peu comment on peut faire pour justement, lorsqu'on part de zéro, comment on peut faire pour reprendre, par exemple, le contrôle sur ses finances. Mm, Ce qui est, c'est une, enfin, j'ai fait des vidéos dessus sur YouTube. S'il y en a qui veulent vraiment aller regarder dans le détail, vous oui, pouvez le retrouver sur ma page YouTube. J'aime mes finances aussi. J'ai fait quelques vidéos dessus, mais là, je vais vraiment vous partager très succinctement comment est-ce que on peut faire justement quand on veut mettre de l'ordre dans ses finances. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir d'où on part. Je oui, vais prendre par exemple un exemple, parce que si vous rentrez par exemple, quand vous rentrez dans votre voiture et que vous voulez aller quelque part, vous allez taper la destination sur votre GPS et vous allez vous dire, vous allez mettre par exemple, tiens, je vais aller à Paris. mm, Qu'est-ce que le GPS il fait à chaque fois? Il va te demander, il va calculer en fait ta destination, la distance que tu as à parcourir à partir de là où tu es. Donc c'est important à chaque fois de pouvoir savoir d'où on part, parce que c'est d'où on part, c'est de notre point zéro où on définit quelle est la trajectoire en fait qu'on va, quel est le temps par exemple quand vous rentrez dans la voiture, comme si je reprends mon exemple de la voiture, quand vous rentrez dans la voiture, vous tapez votre destination, le GPS va vous proposer à partir de là où vous vous trouvez plusieurs chemins à prendre. Il va vous proposer par exemple de prendre la nationale, de prendre l'autoroute ou de prendre et avec péage ou pas par exemple. mm. Par exemple, quand vous reprenez le contrôle sur le terrain, c'est important de faire une analyse de sa situation, de là où on est, et d'avoir une vision de là où vous voulez aller, en fait. Donc, là où vous êtes, vous allez commencer par analyser vos revenus, par exemple. Analyser ses revenus, c'est, par exemple, connaître ses rentrées d'argent. Si vous avez des rentrées d'argent avec votre salaire ou bien vous avez des aides de l'État, des trucs comme ça. Et analyser aussi ses revenus, c'est de savoir exactement combien vous gagnez chaque mois. C'est aussi, par exemple, de voir si vous êtes satisfait justement dans le travail que vous faites et si vous ne l'êtes pas, c'est de savoir, c'est de commencer à vous poser la question de savoir comment est-ce que vous pouvez changer de travail. Est-ce que en restant dans ce travail que je fais, je pourrais atteindre mes objectifs? Donc, c'est important d'analyser déjà là où je suis. Est-ce que là où je suis me permet d'aller là où je veux aller? En restant dans la même situation, est-ce que mes revenus vont me permettre d'aller, par exemple, si j'ai un objectif
de construire une maison, j'anticipe un peu, si j'ai un objectif de construire une maison, est-ce que en gardant un salaire de 1 000 euros, oui, vous pouvez construire une maison, mais dans combien de temps? Donc, c'est important de commencer par, voilà, de commencer déjà à se dire, est-ce que mes revenus sont suffisants? Et sinon, comment je fais? Donc, c'est vraiment d'analyser déjà ses revenus, ensuite d'analyser sa façon de dépenser, parce que souvent on se dit, ça revient un peu à ce que tu me posais la question la dernière fois, où va mon argent? Donc, analyser ses dépenses, c'est un peu se dire, mais comment va mon argent? Parce que souvent on est surpris en fait. On est surpris, on se dit, mais j'ai touché ça. On est le 20 du mois. Ah, c'est où mon argent? Soit c'est très important. C'est important d'analyser justement où va son argent pour pouvoir, comme on dit, stopper l'hémorragie. C'est de se dire, qu'est-ce que je fais de mon argent? Parce que moi, par exemple, à un moment, je sais qu'il y a une période dans ma vie où j'aimais bien acheter les habits, où j'aimais bien acheter les mèches brésiliennes, j'étais à fond dedans. Mais non, je suis passée au naturel, hein, tu vois, mais je fais des tresses. Je fais des tresses parce que je suis en transition, tiens. On va arriver tout doucement, on va y arriver. Je m'en fais pas. On va y arriver. Et ça pousse, hein, ça pousse bien. Et donc, voilà, c'est d'analyser, par exemple, où va mon argent. Ça aussi, on a fait des posts dessus sur le groupe, vous pouvez retrouver. On a partagé plein de choses, même sur la page YouTube, c'est pareil. Donc, c'est analyser où va mon argent. Et ce que vous pouvez faire quand vous analysez où va votre argent, justement, c'est de reprendre, par exemple, vos relevés bancaires et de se dire, mais attendez, de pointer tout simplement les dépenses qu'on a fait, on va dire, sur 3 mois, par exemple. Et vous allez essayer de voir. Mais souvent, ce qui est difficile dans cet exercice, c'est que souvent, on retire de l'argent en espèces. On dépense, mais on ne sait pas en fait comment est-ce que cet argent c'était donc quand on veut diminuer ses dépenses, c'est important d'éviter le liquide. Ou même si on veut le liquide aussi c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien lorsqu'on ne suit pas ses dépenses, mais ça peut être bien lorsqu'on a un système d'enveloppe, par exemple. Lorsqu'on a un système d'enveloppe où on a une enveloppe, par exemple, pour les courses, une enveloppe pour les loisirs, une enveloppe pour telle chose, là, c'est bien le système de retirer de l'argent. Mais si on retire de l'argent sachant qu'on n'a pas de notes ou on n'a pas de visibilité sur ce qu'on va faire, en ce moment-là, les espèces, ça peut être dangereux parce qu'on n'a pas la possibilité de retracer après ce qu'on a fait, contrairement à une carte où ça s'affiche tout de suite sur notre compte bancaire, par exemple. Ensuite, il faut faire aussi, pendant qu'on analyse un petit peu sa situation, donc son état actuel, où est-ce qu'on en est dans ses finances actuellement, c'est d'analyser aussi un petit peu son système de pensée, c'est d'analyser un peu son rapport à l'argent, parce que l'argent en fait dépend en grande partie de notre éducation. Ça dépend aussi de ce que nous avons vécu dans nos familles, ce que nous avons vécu dans nos relations. Souvent, on reste très marqué par ce qu'on a vécu et ça nous, comment on va dire, on arrive dans nos foyers, dans nos relations avec ce système de pensée qui est très, qui peut être très biaisé. Je racontais par exemple sur mon groupe que moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où on montrait pas son bulletin de salaire, par exemple. Donc, ce qui fait que quand moi, je suis arrivée dans mon foyer, j'avais cette tendance-là à cacher le bulletin de salaire. Mais j'étais tout le temps surprise de voir que mon mari, quand il rentre, il pose son bulletin de salaire. Je dis, mais lui, là, il connaît pas cacher son truc ou quoi? Il s'est pas caché ou quoi? Donc, j'étais surprise parce qu'on n'avait pas, en fait, été éduqués de la même manière. Donc, souvent, on arrive, on a des façons d'agir avec l'argent qui fait que on se rend même pas compte. Ça nous semble tellement naturel. Pour moi, c'était tellement naturel de cacher son bulletin de salaire, par exemple, que je me suis même pas posé à un moment la question de me dire, mais au contraire, j'étais étonnée de voir que lui, il le faisait pas. Alors que quand on veut bâtir un couple, c'est quand même bien de mettre les choses ensemble et d'avoir une vision commune de là où on veut aller, quoi.
Donc, il faut étudier son rapport à l'argent. C'est pareil, par exemple, quand vous êtes en couple et votre mari, par exemple, ne vous fait pas confiance. Il vous partage pas, il vous partage pas, par exemple, ce qu'il fait, comment il dépense son argent. C'est un peu chacun dans son coin. Des fois, c'est pas juste que il est bizarre avec l'argent. Ça peut être qu'il a eu un mauvais rapport avec l'argent, pareil. Donc, c'est d'analyser aussi quel est notre background au niveau de l'argent, quel est ce rapport qu'on a avec l'argent. Est-ce que quand vous voyez des gens qui sont riches, vous êtes jaloux, ça vous met en colère. Donc, c'est de voir vraiment les pensées limitantes qu'on a. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un qui réussit, vous vous dites tout de suite qu'il a fait quelque chose de mauvais? Donc, ça veut dire que quelque part, il y a des pensées limitantes qu'il faut tout de suite casser et qu'il faut tout de suite, enfin, le problème, c'est que quand on est dedans, on s'en rend même pas compte qu'on est, qu'on est dedans. Donc, voilà, c'est les autres qui nous disent que vous êtes comme ça. Mais après, comme on dit, hein, l'argent révèle le caractère. Souvent, quand les gens ont l'argent, c'est en ce moment qu'on voit qui se cache derrière. Donc, voilà. Donc, la première étape, vraiment, c'est d'analyser sa situation. Parce que, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de la voiture, c'est que ça nous permet de savoir où on est et à partir de là où on est véritablement, on peut calculer le temps qu'on aura à arriver à l'objectif qu'on se fixe en fait. Comme je disais tout à l'heure, si vous gagnez 1 000 euros et que vous voulez construire une maison, ça prendra sûrement plus de temps que quelqu'un qui gagne 2 000 euros. Donc, c'est de vraiment regarder. Et ça permet aussi de voir, en analysant ses dépenses, qu'est-ce que je peux justement arrêter de faire comme dépense pour mettre de l'argent de côté et commencer à alimenter mon objectif. Donc, mon projet, le projet que j'ai, que je suis en train de mettre en place tout simplement. Donc, justement, une fois qu'on a défini, une fois qu'on a fait l'analyse de notre situation comme ça, justement, en analysant nos revenus, nos sources de revenus, est-ce que c'est correct ou bien est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose de ce côté-là, générer une nouvelle source de revenus? C'est des questions qu'on commence à se poser, on analyse nos dépenses, on analyse notre rapport à l'argent qui peut être bloquant. Parce que quand vous êtes quelqu'un, par exemple, qui aimait par exemple, qui avait une mentalité d'escroc, ça peut être pénalisant à la longue parce que vous traînez une réputation qui, lorsque vous allez vouloir monter un business, risque de vous coller à la peau, par exemple. Donc, c'est vraiment à chaque fois de vraiment voir d'où on vient, d'où on part et là où on veut aller. Donc, la deuxième étape, ça va être en fait de définir clairement l'objectif qu'on veut atteindre. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps à découvert, n'essayez pas qui est tout le temps à découvert ou qui avait des crédits, n'essayez pas de vous fixer des grands objectifs pour le moment. Essayez de vous concentrer plutôt à assainir vos finances de ce côté-là, à sortir du découvert, commencer à rentrer dans une phase où maintenant vous êtes soit à zéro, soit vous êtes à plus. Donc, c'est vraiment de rentrer dans cette phase-là, c'est de commencer par ça, c'est de commencer par apurer ses dettes, ses crédits. Et quand je parle de crédit, c'est des crédits à la consommation, hein. Je parle pas de crédit immobilier et tout ça qui est plus dans le sens de l'investissement. Donc le deuxième objectif, la deuxième phase, lorsqu'on reprend le contrôle sur ses finances, lorsqu'on veut assainir ses finances, c'est de se définir, de se fixer des objectifs bien précis et des objectifs, comme on dit, smart, des trucs qui sont atteignables, que on peut vraiment, voilà, je dis, dans 1 an, il faut que j'achète un terrain. Dans 2 ans, il faudrait que j'ai monté au moins déjà mon premier mur. Donc, voilà, c'est fixer les choses par étapes. C'est se fixer. Voilà, on peut dire dans 6 mois, il faut que j'ai apuré mes dettes. Parce que c'est important, par exemple, quand vous voulez, je reprends toujours l'exemple d'acheter une maison parce que j'aime bien m'adresser souvent à la jeune génération qui commence parce que souvent c'est mieux d'avoir les bonnes bases tout de suite pour éviter justement de tomber dans l'engrenage des crédits et tout ça parce qu'on est souvent sollicité par les banquiers dès qu'on commence à travailler. Donc, du coup, c'est de se fixer ce genre d'objectif. On peut se dire, bon, si je suis tout le temps à découvert, je me fixe comme objectif dans 6 mois de sortir du découvert, dans 1 an, de commencer à générer de l'épargne pour pouvoir
derrière faire un crédit, par exemple. Parce que ce qui est important aussi de sortir du découvert, c'est que lorsqu'on veut investir et qu'on a besoin d'argent, nos relevés bancaires sont très importants parce que c'est ça qui est, on va dire, le gage de votre bonne gestion. Un banquier ne vous prêtera pas d'argent si vous êtes tout le temps à découvert, parce que ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas capable de gérer le peu que vous avez. Un banquier ne vous prêtera pas d'argent pour acheter votre bien immobilier s'il voit que vous avez une pile de crédits à la consommation. Pourtant, ce sont eux qui vous font ces crédits à la consommation. Mais lorsque vous aurez vraiment besoin d'investir réellement, c'est des choses qui peuvent vous pénaliser par la suite. Donc, c'est important vraiment d'assainir. Quand on veut reprendre le contrôle sur ses finances, quand on veut assainir ses finances, c'est important de commencer par mettre de l'ordre dans tout ce qui est dette, crédit, découvert et tout ça. T'as envie de dire quelque chose? J'arrête pas de parler, hein. Non, 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 mais je vais juste en profiter pour dire bonsoir à tout le monde. Et il y avait des avis selon lesquels utiliser la carte bancaire, ça pousse plus à dépenser. Et il y a, là c'était Judith, je pense, et Arsène Ah, qui... moi, j'arrive pas à voir les commentaires, en fait. je sais pas, En non, fait, ça défile pas, c'était bloqué. Ah oui, il faut les faire. tu dois les faire. Oui, d'accord. Et donc, ils pensent qu'avec l'espèce, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins évident d'économiser. Et il y a Charnel Mhm. qui nous a dit d'éviter les sorties pas précises. Ça, c'est clair. Si tu sors, ça... Ouais. Bah, il y a beaucoup de choses, hein. Quand on veut éviter de dépenser, bah, il y a les mauvaises compagnies aussi. On peut rajouter dedans. Parce que si vous avez des amis qui sont tout le temps en train de faire la fête, je peux vous dire que vous allez passer votre temps à dépenser. C'est d'éviter, voilà, les gens qui vous incitent à dépenser, tout simplement. Il y a plein de choses lorsqu'on veut, comment dirais-je, quand on veut éviter justement de dépenser, éviter de faire des dépenses inutiles. Il y a plein de petits trucs qui s'ajoutent comme ça. C'est d'éviter, par exemple, des achats impulsifs, par exemple. Hmm. Des fois, quand on est contrarié, on a tendance à aller se faire plaisir au magasin. Donc, Aussi, ça console. Mais ça fait du bien au cœur, mais par la carte de crédit, quoi. hein. Donc, voilà. Donc, on a parlé d'analyser sa situation. Ce qui est important, c'est vraiment le point zéro pour pouvoir définir le trajet qu'on aura, pour pouvoir définir quelles sont les choses qui vont devoir être mises en place, par exemple. Ensuite, c'est de définir justement un objectif clair qu'on va atteindre. Donc, par exemple, sortir du découvert, faire tout ce qu'on a cité un peu comme objectif. Ça dépend vraiment de tout un chacun, de ce que chacun veut vraiment réaliser. Hmm, hmm. Ensuite, il faut créer un plan d'action. Il faut créer un plan d'action en fonction de ses objectifs, justement. Et un plan d'action, c'est commencer par établir un budget qui soit vraiment en adéquation avec vos buts, un budget qui soit en adéquation avec vos valeurs, un budget qui soit par exemple, on parle de valeurs, ça veut dire que dans votre budget, il faut quelqu'un qui dit, par exemple, je peux savoir pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a Arsène qui nous demande comment faire pour être chiché. Ça m'a collé. Non, il faut juste apprendre à dire non. C'est pas pour pas, J'ai pas vu ça. c'est pas Ah, pour c'est non. à l'écran en fait. Mais je sais pas. Vas-y, on va répondre ensuite. Comment faire pour être chiche? D'accord. Ok, comment faire pour être chiche? Je note. Je réfléchis. Ok. Donc, il faut ensuite établir un plan d'action. Un plan d'action qui va vous aider à justement commencer à atteindre vos objectifs. Ça commence par élaborer un budget, vraiment un budget, comme je dis, un budget personnalisé, un budget qui va refléter vraiment ce que vous essayez d'atteindre. Je reprends mon exemple par exemple, sur l'achat, par exemple, d'une maison. Si vous êtes, voilà, vous êtes jeune, vous commencez par déjà sortir du découvert, rembourser tout ce que vous avez à faire. Vous commencez par mettre tous vos comptes au propre, par exemple. Et ensuite, vous pouvez vous fixer cette étape d'épargner.
on arrive à l'épargne. Donc, vous faites un budget. Dans votre budget, il y a un poste qui ne peut pas manquer si vous avez des objectifs, si vous avez des choses, si vous avez des buts à atteindre. Donc, le premier poste, lorsqu'on reprend le contrôle sur ses finances, lorsqu'on décide d'assainir ses finances, c'est de prévoir de se payer en premier. C'est de prévoir tout simplement 10% d'épargne, 10% de votre argent. C'est-à-dire que quand l'argent tombe sur votre compte, vous décidez que vous mettez en place l'épargne automatique. C'est 10% qui quitte tout de suite de votre compte courant pour aller dans un compte d'épargne, un compte livret ou peu importe ce que vous créez, mais c'est 10% tout de suite qu'il faut mettre en place. Ça s'appelle de l'épargne. Ce que vous êtes en train de créer là, on n'est pas encore dans les projets. On est juste en train maintenant de se sécuriser. On appelle ça l'épargne de sécurité, l'épargne de précaution ou comment on appelle ça, fonds de sécurité, ça a plusieurs noms. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste vous sécuriser. C'est pas de l'argent qui va vous permettre d'être riche, c'est juste que vous êtes en train de vous sécuriser contre les aléas de la vie. Parce que on s'entend que quand on n'a pas d'argent de côté, c'est souvent ça qui nous met très facilement à découvert. Vous allez vous retrouver par exemple avec une panne de voiture alors que vous devez aller travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas d'argent de côté, vous allez prendre dedans et peut-être vous retrouver à découvert. Alors que si vous avez une épargne de précaution, ça vous permet justement de pallier aux imprévus. Donc, c'est le premier type d'épargne qu'il faut vraiment mettre en place lorsqu'on décide d'assainir ses finances. C'est de penser à se payer en premier et d'apprendre justement et 10% vraiment, c'est le minimum. Parce que quand on est célibataire sans enfant, honnêtement, on peut faire plus. Ouais, bien sûr. On peut faire beaucoup plus. Clairement. Parce que c'est le moment où vraiment notre capacité d'épargne est à son maximum. 10% vraiment, c'est pour les familles nombreuses avec les enfants. Là, vraiment, on est vraiment, on essaye quoi. Mais sinon, 10%, c'est vraiment le minimum que vous puissiez faire. Hein. Là, oui. Du coup, en fait, comme il y a des questions, en fait, là, il y a des commentaires et des questions qui vont dans ce que tu es en train de dire. Et je vais D'accord. rajouter. J'arrive pas à les lire en fait. Il faut que je défile comme tu dis, mais je te laisse me dire parce que Oui, par exemple, quand on parle des 10%, tu nous parles des 10% à mettre de côté pour l'épargne de sécurité. Là, il y a Arsène qui disait, voilà pourquoi il a posé la question de savoir pourquoi être chiche. Et il y a Judith qui nous a dit, avec les Africains, il y a toujours les deuils, les cotisations, donc ce n'est pas évident. Donc, Non, on va y arriver justement on va y arriver à cette partie. je te laisse. Mais je veux dire, comment être chiche? C'est pas être chiche, c'est tout simplement d'apprendre à dire non. C'est Hmm. apprendre à se fixer des limites et à fixer et à donner une limite aussi aux autres. Parce que souvent, les gens ont du mal à dire non, tout simplement. Surtout dans les familles africaines, parce on a peur d'être jugé ou d'être taxé de mauvais, de méchant. Mais à un moment donné, si vous ne faites rien, comme je dis souvent, vous pouvez pas aller sauver quelqu'un de la noyade si vous savez pas noyer, si vous ne savez pas nager. Vous allez vous noyer tous les deux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste rééduquer les gens. Apprenez à dire non et dire aux gens, voilà, moi je peux pas. Je peux pas, je peux ça, mais au-delà de ça, je ne peux pas. Je vois beaucoup de gens qui se mettent à découvert tout simplement parce qu'ils veulent envoyer de l'argent en Afrique, parce qu'ils veulent envoyer de l'argent, enfin aider, c'est pas seulement en Afrique, aider les gens, mais c'est de pouvoir fixer des limites, c'est apprendre à dire tout simplement non. J'ai fait une semaine de posts dessus sur mon groupe Facebook. Je vous invite vraiment à aller dessus et euh, vous allez avoir quelques éléments qui vont vous aider justement à apprendre à dire non parce que c'est important. C'est important, des fois, on vit dans la culpabilité et en vivant dans cette culpabilité, on se met, nous, dans des situations qui nous aident pas et qui, à la longue, ne va pas aider les personnes qu'on essaye d'aider. On va tout simplement se noyer tous les deux, comme je disais. Donc, l'épargne de précaution, c'est une épargne qui, en fait, doit représenter au moins minimum
3 mois de salaire. Donc, c'est quelque chose que vous faites progressivement. Et quand vous touchez à votre épargne de précaution, il faut remplacer cet argent. Parce que on s'entend que si vous prenez tout le temps et que vous ne remplacez pas, un jour, il n'y aura plus rien. Et on va recommencer la machine à zéro. Donc, l'épargne de précaution, vous devez le faire, mais vraiment de manière progressive. Donc, essayez d'atteindre au moins, ça vous permet de vous sécuriser. Ça peut être, vous pouvez vous fixer comme objectif, je vais atteindre 1 mois de salaire, je vais atteindre 2 mois. C'est progressif, c'est pour vous motiver. Vous allez voir qu'une fois que vous allez atteindre 1 000 €, vous allez être motivé de tellement continuer de voir cet argent dans votre compte. Moi, je me sentais riche quand je faisais ça. J'étais en mode, waouh, je suis trop riche. Donc, essayez de vous fixer, par exemple, c'est un objectif financier de se dire que je vais me constituer une épargne de précaution pour arrêter de vivre au jour le jour, par exemple. Donc, ensuite, vous avez, ça c'est le premier type d'épargne, parce que là, je vais vous partager un peu les différents types d'épargne qu'on peut retrouver dans un budget, justement. Donc, vous avez l'épargne de précaution qui est votre épargne de sécurité et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est minimum 10% de votre salaire. Et vous apprenez à vivre avec 90% de votre salaire. Tout le monde, si vous voulez, vous pouvez le faire. Hein. 10%, vous allez voir qu'après, ça va même être 15, 20. Vous allez facilement vous habituer à vivre avec. Ensuite, la deuxième épargne que vous pouvez mettre en place dans votre budget, c'est justement l'épargne de provision. On en revient à envoyer l'argent en Afrique. L'épargne de provision, justement, vous permet de provisionner des dépenses qui sont contraintes, mais non mensualisées, en fait. L'épargne de précaution, ça vous permet, par exemple, de mettre de l'argent de côté, par exemple, pour la taxe foncière. Si votre taxe foncière, vous savez que c'est une taxe qui va arriver à la fin de l'année, mais que vous n'êtes pas mensualisé, ce qu'il faut faire, c'est de mettre un petit peu d'argent de côté chaque mois, justement, pour qu'au mois de septembre, quand votre facture arrive, vous ne soyez pas « Ah, j'ai 1 000, 2 000 € à payer et j'ai pas d'argent ». Non. Donc, vous mettez un petit peu de côté chaque mois. Ça s'appelle une épargne de provision. Ça, c'est pour des dettes qui sont certaines. Vous savez que vous aurez cette facture. Ensuite, l'épargne de provision, vous pouvez aussi mettre un petit peu de côté. Par exemple, quand vous habitez en immeuble et que vous avez des charges de copropriété, par exemple, vous pouvez mettre de l'argent de côté aussi un petit peu chaque mois. Ça constitue votre épargne de provision. Comme ça, quand vous avez un appel de la copro par rapport à des travaux ou bien, je sais que les copros, ils ont des appels tous les trimestres, vous savez que c'est de l'argent qui doit sortir. Alors, pour éviter de sortir, par exemple, 300 € d'un coup parce que ça vous fait mal, eh ben, en 3 mois, vous mettez 100 € chaque mois de côté, par exemple, si vous êtes en copro. Pareil, si vous savez que vous avez de la famille en Afrique qui est sujette à vous demander, par exemple, de l'argent, vous mettez un petit peu d'argent de côté. Moi, je vous dis, quand vous mettez de l'argent de côté comme ça, un petit peu tous les mois, ça ne veut pas dire que vous les envoyez l'argent tous les mois. Ça veut tout simplement dire que vous vous préparez, vous, à ne pas être surpris et vous retrouver à découvert. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre cet argent à chaque fois qu'on vous appelle, vous envoyez de l'argent. Des fois, il faut essayer de fixer des limites. Par exemple, si ce sont vos parents, si ce sont vos amis, comme je disais tout à l'heure, il faut apprendre à fixer des limites. Ce sont vos parents, vous pouvez leur dire, écoute, papa, maman, voici ce que je peux t'envoyer chaque mois. Ça peut être 50 €, ça peut être 100 €, mais c'est ça que je peux. Je n'irai pas au-delà de ça parce qu'au-delà de ça, je me mets dans des situations et à la longue, je pourrais même plus vous aider. Donc, c'est de vraiment apprendre à mettre des limites saines entre vous et votre famille parce que vous n'êtes pas une bénédiction quand vous donnez de l'argent et que derrière votre cœur est serré. Parce que souvent, on va envoyer de l'argent, on est fâché et tout. Ça ne bénit personne. Ça ne vous bénit pas, ça ne bénit pas la personne qui reçoit derrière. Donc, c'est mieux de fixer tout de suite des limites. Vous dites, voilà, je peux vous envoyer aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous étaler sur le sujet. Ce que je peux t'envoyer, qui ne va pas me faire me mettre dans des situations compliquées ou qui ne va pas me faire vous envoyer de l'argent avec un mauvais cas. Si je peux t'envoyer 50 € tous les mois, je t'envoie. Mais non, vous mettez de l'argent justement de côté chaque mois parce que quand on est en Afrique, on sait, faut cotiser pour le mariage de tel. Il y a l'autre qui est mort.
Il y a l'autre qui baptise son enfant. Tout ça aussi, c'est de l'intelligence. Vous savez que vous pouvez pas participer à tout. Si vous participez à tout, à un moment donné, vous ne faites rien. Donc, il faut savoir, voilà, et rééduquer aussi nos parents parce que des fois, nos parents n'ont pas eu cette sagesse de mettre des limites. Vous, en fixant ces limites-là, ils seront contraints, eux, derrière aussi, de fixer des limites aux personnes qui sont en train de les harceler aussi. Parce que si vous ne fixez pas les limites et que vous envoyez, derrière, la machine ne fait que continuer d'être alimentée. Ça ne fait que pomper. Et vous êtes la personne, justement, qu'on pompe. Les autres derrière, ils font que recevoir, recevoir, recevoir. Donc, apprenez à fixer des limites saines et de rééduquer les personnes derrière. Ça vous permet, voilà, d'avancer. Donc, l'épargne de provision, ça sert à ça. On met un petit peu d'argent de côté pour des dépenses qu'on sait qu'elles sont certaines. Une taxe foncière, une taxe d'habitation, des charges de copro ou de l'aide familiale, ça fait partir de nos dépenses de provision, ça fait partir de notre épargne de provision. Et ça, c'est une épargne qui doit être disponible, justement. Vous n'allez pas le mettre dans un compte bloqué alors que vous allez l'utiliser. C'est quelque chose que vous mettez dans votre livret, hein, quelque chose qui est disponible justement pour pouvoir faire face à la situation qui se présente. Ensuite, vous avez l'épargne de projet. L'épargne de projet, justement, c'est quand vous avez un objectif, par exemple. Vous voulez, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, acheter une maison. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'épargne de projet? C'est que vous dites, ben voilà, je décide de me priver, par exemple, de payer 1 an d'abonnement à ma salle de sport ou bien, je sais pas, vous, en étudiant vos finances, en étudiant vos dépenses tout à l'heure, quand on analysait ces finances, ça va vous permettre justement de voir où est-ce que vous pouvez récupérer de l'argent. Donc, quand vous voyez où vous récupérez de l'argent comme ça, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais arrêter de m'acheter des mèches brésiliennes. C'était mon cas. Je vais arrêter de m'acheter des mèches brésiliennes et je vais économiser de l'argent. Et cet argent-là, je remets ça dans un projet, par exemple. Parce que si vous voulez, par exemple, faire un crédit à la banque, vous êtes bien vu si vous avez un petit peu d'épargne de côté quand même. Quand vous vous dites, bon, voilà, moi, voilà ce que je peux apporter, le banquier voit que vous avez fait un effort. De même, l'épargne de projet, ça peut vous aider à lancer justement une activité pour créer une nouvelle source de revenus qui va vous permettre, voilà, d'arrondir les fins de mois ou bien de ne plus se mettre à la merci d'un seul employeur. On a vu en ce moment comment beaucoup de personnes sont fragilisées avec le Covid, par exemple, où quand on ne travaille pas, quand on n'a qu'une seule activité, quand on n'a qu'une seule source de revenus, on est souvent fragilisé, on est à la merci de notre employeur. S'il vous dit que vous êtes au chômage technique ou partiel ou je sais pas quoi, vous avez une baisse de revenus. Alors que quand vous avez cette mentalité-là de créer une nouvelle source de revenus, ça vous permet, voilà, on respire. On sait que voilà, on a de l'argent qui rentre d'une autre source, par exemple. Donc, l'épargne de projet, ça sert à ça. Ça sert aussi, par exemple, à vous aider quand vous voulez faire une reconversion professionnelle. On imagine, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, ingénieur et que demain, vous voyez que votre passion, c'est la pâtisserie. L'épargne pour projet, ça peut vous permettre de financer, par exemple, une formation, des coachings sur apprendre, par exemple, à faire des super gâteaux, comment faire des trucs, je sais pas moi. Voilà, vous financez ça pour pouvoir derrière lancer une activité, un projet. C'est l'épargne de projet, ça vous aide à concrétiser un projet. Ça peut être une année sabbatique que vous décidez de prendre. Vous pouvez aussi financer ça par l'épargne de projet. Vous mettez de l'argent de côté, vous allez faire le tour du monde. C'est un projet. C'est un beau projet qui rapporte peut-être pas grand-chose, mais c'est un projet. Ça dépend, il y a des gens qui aiment voyager, ça reste un projet. Et le dernier type d'épargne que vous avez, c'est l'épargne d'investissement. L'épargne d'investissement, ça vous permet justement ça c'est de l'épargne à long terme. Ça vous permet de bâtir justement, de préparer votre retraite. Ça vous permet de préparer justement, on va dire votre mort par exemple, de ce que vous allez laisser à vos enfants, ce que vous voulez faire. Ça vous permet de bâtir votre patrimoine financier. C'est vraiment de l'investissement. C'est pour de l'investissement à long terme. C'est ce qu'on appelle l'épargne d'investissement. Donc,
Voilà les différents types d'épargne qu'on peut retrouver justement dans un budget Hmm. en fonction justement des objectifs qu'on s'est fixés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces types d'épargne d'un coup dans votre budget, mais il y a au moins l'épargne de précaution et l'épargne de provision. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est le basique de l'épargne, quoi. C'est le basique. Et après, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on sait où récupérer de l'argent, on se lance, on met en place l'épargne de projet. Donc là, on était dans le plan d'action. Comment est-ce qu'on élabore justement un plan d'action une fois qu'on a analysé sa situation, on a défini ses objectifs et justement, on met en place ce plan d'action qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs dans un mois, dans 2 mois, dans un an, dans 6 mois. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je vais partager. Hein. Voilà. Je sais pas si Bah là, pour en fait, continuer. dans la continuité, je vais juste poser la question à Uriel, parce que Uriel a posé la question de savoir comment créer une épargne à long terme. Et donc, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Donc, ma question, c'est de savoir, Uriel, est-ce que grâce aux différents types d'épargne que Emma elle a cité, ça a répondu à ta question? Ensuite, il y a Uriel qui nous a dit, mais on répartit sur chaque épargne ou on concentre sur une seule épargne. Je pense que tu as répondu à cette question. Donc, est-ce que c'est assez clair? Parce que moi, de ce On répartit quoi? Moi, je n'ai pas compris la question est-ce en que fait. c'est de dire, est-ce que tout de suite je mets en place l'épargne de sécurité, l'épargne de provision, l'épargne de projet et l'épargne d'investissement, d'après ce que j'ai compris, si j'ai... Ben, tout peut être mis en place d'un coup. Ça dépend vraiment de votre capacité d'épargne, ça dépend des objectifs et ça dépend de votre situation à la base. Si vous êtes célibataire sans enfant et que vous avez votre capacité d'épargne qui est à son maximum, vous avez des projets d'investissement, vous pouvez commencer. On commence à investir très jeune. Hein. Quand on est jeune, les meilleurs placements qu'on peut faire, c'est commencer tout de suite à se faire son épargne de précaution, c'est d'ouvrir des assurances vie qui vont vous permettre demain, dans 30 ans, de générer votre retraite. C'est très tôt qu'il faut le faire. Donc, si vous avez la capacité financière de générer tous ces différents types d'épargne d'un coup, vous le faites. Mais si vous êtes justement dans le sens où, voilà, vous êtes encore en train voilà, j'essaye de sortir des découvertes, j'essaye de faire ceci, j'essaye de me désendetter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces différents types d'épargne. Vous commencez, comme je disais, votre objectif premier peut être, voilà, de créer votre épargne de précaution qui déjà va vous permettre de vous stabiliser financièrement et d'éviter de retourner dans le découvert. Donc, c'est d'abord la première chose vraiment qu'il faut mettre en place pour se sécuriser financièrement, c'est d'avoir cette épargne de précaution et par la même occasion, d'avoir son épargne de provision. Lorsque on sait qu'on a des charges qui viennent tout le temps, mais qui ne sont pas mensualisées. C'est pour éviter de se laisser surprendre par une taxe. On sait qu'une taxe foncière vient chaque année. Tous les mois de septembre, elle vient. On sait par exemple que même quand vous êtes mensualisé au niveau de l'électricité, vous savez par exemple que vous aurez une facture de rappel à la fin de l'hiver. Donc, vous pourrez mettre de l'épargne de précaution dessus quand vous savez que, ah, là, cette année, il a fait trop froid. Je suis sûre que je vais avoir un surplus à payer au niveau de l'EDF. Quand il fait moins froid, tout le monde est content. Vous savez qu'au contraire, on va vous rembourser, vous n'avez pas assez chauffé. Mais c'est des choses qui se prévoient. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important d'analyser déjà son point de départ. C'est de vraiment aller dans toutes les dépenses et se dire, voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois? À la fin de chaque année, qu'est-ce que je paye? Votre impôt sur le revenu. Actuellement, nous sommes tous mensualisés. Si vous n'êtes pas mensualisé, enfin, je crois qu'en France, tout le monde, c'est obligé maintenant. C'est obligé, ouais. Tout le monde est mensualisé. Après, sauf si vous n'êtes pas imposable, tout le monde est mensualisé. Mais même quand vous êtes mensualisé, vous savez très bien que la mensualité que vous payez, elle est par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que si vous avez généré plus de revenus cette année, vous êtes susceptible d'avoir un complément à payer. Et ça, c'est ce que vous pouvez prévoir dans votre épargne de provision. Donc, l'épargne de provision, ça vous sert à ça. Ça vous sert à vous mettre et vous dire, bon, dans quel domaine je peux avoir un rappel? Je peux avoir un rappel sur l'EDF, je peux avoir un rappel sur mon impôt sur le revenu, je peux avoir un rappel sur, je sais pas moi, comme je disais, les charges de copro. Le quoi? Sur dos.
La facture d'eau, bah, tiens. Non, la facture d'eau, moi, j'ai pas de rappel. Je l'ai 3 fois par an, donc je sais à peu près Oh ce qui se non. passe. Mais c'est vrai que l'été, j'ai souvent plus de consommation parce que faut remplir, il faut remplir le truc d'eau pour les enfants là. Donc du coup, donc du coup, bon, le mètre cube d'eau ne coûte pas non plus très cher, mais c'est juste une petite différence souvent avec ma facture d'eau d'été. Mais voilà, on peut avoir des rappels sur différents domaines. C'est de s'asseoir justement lorsqu'on analyse sa situation, c'est de poser tout ça justement. Quelles sont mes dépenses et en quoi, où est-ce que je suis susceptible d'avoir des rappels et de se dire bon, ça c'est pas mensualisé, ça c'est pas prélevé tout de suite, donc j'aurai un rappel dessus. Donc, je commence à me dire, bon, je peux avoir par exemple 100 euros de plus à payer. Bah, chaque mois, je décide de mettre 10 euros de côté. 10 euros de côté. Ça évite d'être surpris au Oui. mois de septembre où tout arrive souvent d'un coup. Tu reçois la taxe d'habitation, la taxe foncière, les impôts. Tout arrive souvent d'un coup en fin d'année. Quand tu rentres de vacances, tu es content, tu ouvres ta boîte aux lettres, tu dis, ah, c'est la fête. Et là, c'est la rentrée en même temps, donc il y a plein de choses. Les nouveaux Donc, vêtements pour les enfants. les vêtements pour les enfants, il y a plein de choses. Quand on a des petits enfants comme moi j'ai des enfants en bas âge, les chaussures, tu sais jamais quand est-ce que tu vas les acheter parce que ils jouent au foot, ils grattent les chaussures, les pantalons se déchirent. Dans le budget vêtements, c'est donc tout ça, ça se prévoit. Donc il faut essayer de faire son budget au plus juste pour éviter d'être surpris. Parce que c'est ce genre de dépenses qui nous met vite à découvert aussi, des fois. D'accord. D'accord? Donc, est-ce qu'il y avait une autre question? Je sais L'autre, pas. est-ce que on aurait des idées de supports intéressants pour tous les types d'épargne ou alors il faut épargner tout ça sous son matelas? Oh là là. Moi, je suis pas pour garder l'argent à la maison, hein, parce que l'argent à la maison, c'est vite fait. Moi, je sais que si j'ai l'argent à la maison, j'ai pris. Moi, je garde pas l'argent à la maison. Mm, Après, c'est comme chacun. euh, Il y en a qui font pas confiance aux banques, qui se disent que oh, la banque peut faire faillite et du coup, je vais perdre mon argent. Enfin, ça dépend vraiment des croyances. Moi, je garde pas l'argent à la maison. Après, comme je disais, par je exemple, l'ai pas dit, je disais l'épargne. sur le groupe la dernière fois, parce que j'ai l'impression d'être sur mon groupe. Non. Donc, en fait, l'épargne, votre épargne de précaution, votre épargne de provision, c'est de l'argent qui doit être facilement disponible. Donc, le mettre sur un livret A, c'est tout à fait correct. Même votre épargne de projet, ce qui est important à faire, c'est de pouvoir les scinder dans différents comptes. Ou vous pouvez les mettre dans un seul compte, mais avoir vraiment un carnet de suivi où vous mélangez pas tout. Parce que vous pouvez vous retrouver avec de l'argent dedans et vous dire, oh, j'ai trop d'argent, alors que non, c'est bien compartimenté et tout ça. Si vous avez la possibilité, parce qu'après aussi, ouvrez plusieurs comptes. Normalement, les livrets A, il n'y a pas de frais de gestion dessus. Mais Non, vous êtes limité dans dans les la montants. quantité. Je crois que c'est un livret A par Oui, c'est personne, je par crois. personne. Oui. Après, si vous êtes en couple, vous avez 2 livrets à votre disposition. Donc, vous pouvez mettre votre épargne de sécurité et de précaution ensemble. Ensuite, vous mettez votre épargne de projet. Par exemple, si vous avez en projet de vous marier, vous commencez à mettre de l'argent dedans. Il y a aussi la possibilité, souvent, chacun a un livret A et un compte courant. Un Mm, livret A, un compte courant, ça fait souvent à peu près 4 comptes bancaires dans un couple. Donc, ça fait autant de possibilités de garder de l'argent. Après, comme c'est important de savoir que euh, l'argent qui dort ne vous rapporte rien. Il faut qu'on soit clair dessus. L'épargne ne vous rendra jamais riche. C'est pas parce que vous l'accumulez. Moi, je l'ai tellement accumulé. J'ai mis ça, je clique comme ça, je regarde mon compte, je suis contente, je dors en paix, la vie est belle. Non, ça ne vous rapporte strictement rien tant que vous l'avez pas réinvesti. L'épargne, c'est juste une base pour votre enrichissement. Vous l'utilisez pour un projet, pour générer, pour investir. mm. Vous investissez à un moment donné quand vous avez atteint, je sais pas moi, si votre projet, vous l'évaluez pour le lancer à 2000 euros, quand vous avez atteint 2000 euros, vous passez à autre chose. Vous ne laissez pas l'argent s'empiler comme ça.
ou bien si vous avez un projet d'investir dans l'immobilier, vous commencez à vous renseigner et vous investissez. Parce que l'argent qui dort dans un livret A, vous perdez même de l'argent. Parce que le taux d'inflation actuellement est plus élevé que le taux d'intérêt du livret A. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, lorsque vous gagnez 10 euros dans votre livret A, parce qu'il est vraiment 0,0, je sais pas quoi là, hein, lorsque vous gagnez 10 euros dans votre livret A, le coût de la vie a augmenté de 50 euros. Donc, le ratio est vite fait. Vous avez perdu 40 euros sur une année. Vous avez l'impression d'avoir gagné 10 euros, mais vous avez perdu 40 euros en fait. Donc, l'argent qui dort dans un livret A, c'est vraiment que de l'épargne de précaution que vous pouvez vous autoriser à laisser dormir là-bas. Tout autre argent doit être réinvesti. Même l'épargne de projet, vous pouvez l'investir. Vous pouvez. Après, c'est risqué, mais il faut être joueur. Vous pouvez, par exemple, moi, je sais que mon épargne de projet, je le mets, par exemple, dans des placements parce que j'ai cette possibilité. Après, vous le mettez dans des placements parce que vous savez que au bout de 2 ans, par exemple, si votre projet c'est dans 2 ans que vous voulez le lancer, dans 2 ans, vous avez plus de chances d'avoir fait plus d'intérêt qu'en le laissant en livret A. Donc, en mettant par exemple 500 euros, au bout d'une année, vous pouvez gagner en termes de placement, peut-être vous pouvez vous retrouver avec 700 euros à la fin de l'année. Vous aurez gagné 200 euros. Donc, ça dépend des placements. Plus les placements sont risqués, plus vous avez la possibilité d'augmenter votre épargne. Donc, votre épargne de projet, justement, doit être… c'est quelque chose, si vous êtes… si vous aimez le risque, si vous aimez faire… Bon, après, il faut s'y connaître. Hein. Oui, bien sûr. Faut Votre pas... épargne de projet, justement, vous… Faut demander. c'est pas de l'argent qui est censé rester là à la banque et vous regarder comme ça, quoi. Voilà. Alors, et du coup, il y a une autre question de savoir c'est quoi la différence entre le compte épargne et le compte bloqué. Un compte d'épargne et un compte… Bah, un compte bloqué, enfin, il n'est jamais bien bloqué. Je pense que c'est des choses comme, tu sais, les assurances vie, les PEL, les PEA. Ah, d'accord. Bah, après, ça, en termes d'assurance vie, je sais que pour avoir, comment ça s'appelle? Pour, pour vraiment le laisser générer des intérêts qui soient intéressants et qui ne soient pas imposables après. Parce que ces intérêts-là, si vous les enlevez, je crois, avant 8 ans, un truc comme ça, avant 8 ans, ça vraiment, ça dépend des assurances vie. Mais je crois que si vous les enlevez avant 8 ans, vous payez des impôts dessus. Vous payez des charges sociales dessus. Oui, c'est ça. Mais plus vous laissez l'argent, c'est pour ça que les assurances vie, c'est bien c'est de l'argent que vous oubliez. Il ne fait que faire ses petits, il fait ses petits, il fait ses petits. Si vous mettez de l'argent en assurance vie pour venir un an après et dire je veux prendre, vous êtes imposable dessus et il est fort probable que vous n'ayez pas gagné grand-chose dessus. Donc, les assurances vie, c'est vraiment, c'est comme je l'ai dit, c'est de l'investissement à long terme. C'est pas pour revenir au bout de 2 ans et récupérer de l'argent, vous allez être imposable dessus. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Et, je pense que c'était de ça. Je sais pas si on a répondu à la question. Bah, je lui pose la question. Hein. Donc, Arsène, est-ce qu'on a répondu à la question? Et on a une autre question de Patini qui demande est-ce qu'il faut forcément faire la tontine? Ah, mais la tontine, c'est une forme d'épargne aussi. Le problème, enfin, la tontine, c'est pas un problème. Hein. La tontine, c'est l'épargne à l'africaine parce que beaucoup, enfin, il y a certaines personnes n'ont pas ce réflexe d'aller mettre de l'argent en banque comme ça, 10%, 10%. Les gens, ça dépend vraiment. Moi, on est africain. Des fois, quand tu dis tontine aux des Européens, ils se demandent c'est quoi. Mais c'est tout simplement de l'épargne. Après, la tontine, le problème avec la tontine, ou bien c'est un problème qui reste toujours très africain, c'est que tout le monde sait que vous faites la tontine. Le jour où vous bouffez la tontine, tout le quartier est là pour te donner tous les problèmes, pour te raconter tous les problèmes et tout. Et en fait, c'est pareil, c'est de mettre bien sûr des limites et tout. Ouais. Et aussi quand on fait la tontine, moi je dis souvent, quand on fait la tontine, il faut avoir un projet derrière.
Mm. Et si vous n'avez pas de projet, vraiment, allez mettre cet argent en banque, oubliez-le. C'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut le dilapider. Si vous n'avez pas de projet tout de suite, mettez-le de côté le temps que vous essayez de réfléchir à un projet et et puis vous allez pouvoir voilà jouir de votre tontine. La tontine, c'est juste de l'épargne, hein. C'est comme quelqu'un qui met 10% de côté tous les mois. Vous pouvez décider de mettre 100 euros tous les mois à votre banque ou 100 euros dans une tontine. C'est la même chose. À la fin de l'année, vous aurez 1200 euros en banque et vous aurez 1200 euros à la tontine. C'est pratiquement la même chose. Platini, je sais qu'il n'est pas trop il est pas trop pour parce que, soi-disant, à la tontine, t'as même pas d'intérêt alors qu'à la banque, au moins sur un livret, t'as les 0,0, je sais pas combien là. Ah, mais oui, si, C'est si, rien. ça dépend. Bah, à la banque, vous avez vraiment un petit, hein. Franchement, le livret A, moi, je regarde mes taux, ça me fait même pas clignoter des yeux, quoi. Je veux dire, à la fin de l'année, c'est pas le truc que je dis, waouh, j'ai gagné 50. Déjà, pour gagner 50 euros, il faut avoir beaucoup d'argent sur son. Déjà, ce que 50 euros là, c'est, donc, imaginez si vous mettez que 100 euros tous les mois, 1200 euros, je crois qu'à la fin de l'année, vous avez peut-être 5 ou 10 euros, même pas. Ah oui, Donc, quel est l'intérêt? En allant à la tontine, tu dépenses même l'argent de taxi pour aller à la tontine parce qu'en plus, dans la tontine, là, tu dois cotiser pour la nourriture, tu dois cotiser pour ceci. Quand l'autre accouche, il faut que tu cotises. Oh, c'est la fille de la réunion, on cotise. Donc, à la tontine, c'est bien parce que c'est convivial, mais bon, il y a du pour et du contre partout, hein. Il y a du pour et du contre. Donc, ouais, la tontine a ses inconvénients, hein. Bah, comme par exemple, je disais, là, c'est au-delà de donner ces 100 euros, il y a des tontines où vous cotisez pour la bouffe, par exemple, parce que vous vous retrouvez pour manger. Il y a des tontines où vous cotisez pour une personne si elle a un événement, un décès, un truc. C'est des contraintes que vous n'avez pas si vous êtes à la banque tout seul avec votre argent. Donc après, il y a le côté convivial, il y a le côté où on peut se soutenir si on a un truc. Mais sauf que si vous n'avez jamais rien, vous aurez toujours l'impression de cotiser pour le reste. c'est ça. Donc voilà. Exactement. Donc il y a du pour et du contre partout. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Parce que du coup, la première des questions qu'on avait de la part de d'Arsène, c'était de savoir quelles sont les différentes méthodes pour mieux investir son argent et le gérer. Je ne sais pas si les épargnes, ça répond à cette question-là. Ou Bah, l'investissement, enfin, l'épargne, c'est pas l'épargne te permet de commencer à pouvoir investir. L'épargne, c'est pas vraiment un investissement. d'accord? Alors, les différentes méthodes, enfin, il y a Investir. plusieurs façons d'investir son argent. On peut investir son argent dans l'immobilier, on peut investir son argent dans la bourse, on peut investir son argent dans des placements de capitaux aussi. On peut investir son argent sur soi aussi. On peut investir sur soi, à développer une compétence. Il y a différentes façons d'investir son argent. Et ça, les banquiers vous trouveront différentes façons d'investir votre argent. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut investir dans un domaine qui vous passionne, dans un domaine qui vous intéresse. C'est ça qui va vous permettre de suivre votre investissement. Si vous allez investir dans un domaine à la bourse, ça vous intéresse pas, mais juste parce qu'on vous a dit que là-bas, on multiplie l'argent par 2, par 3, vous n'allez pas suivre votre investissement. Vous allez remettre votre argent à un courtier qui va vous dire ah bah vous avez tout perdu, vous avez tout gagné ou je sais pas quoi, et que vous allez payer forcément une fortune parce qu'il va prendre sa commission derrière. Donc quand on veut investir, il faut investir dans un domaine qui nous intéresse. Hmm. Voilà. Mais les différentes manières d'investir, elles sont nombreuses, hein. Quel est le domaine qui vous intéresse? Aujourd'hui, tout le monde est porté sur les bitcoins, mais combien de personnes savent ce qu'est vraiment le bitcoin? Mais comme on voit comment le taux il va dans tous les sens en ce moment, Hmm. les gens investissent sans vraiment s'y intéresser et lorsqu'il va chuter, tout le monde Ouais. voilà. Mais après, faut vraiment investir pour, pour, pour mieux suivre son argent parce que c'est de l'argent qu'on a durement gagné. Pour mieux suivre son argent, il faut vraiment aller ou du moins commencer
dans un domaine qui nous intéresse, Hmm. qu'on peut suivre, en fait. Ouais. Platini, il parle de la crypto-monnaie liée. Voilà. Je sais, je crois, je sais pas, Ça pilule de partout. Sur Internet, après, sur Internet, je regardais l'autre jour un reportage, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a aussi des arnaques. Donc, c'est de commencer peut-être par son banquier, de se dire, voilà, parce que même quand on ne veut pas forcément commencer à investir dans les locations et tout ça, vous avez des sociétés immobilières où vous pouvez investir et ça, votre banquier il pourra justement vous orienter sur tout ce que vous pouvez faire. Hein. ouais. Il y a différentes façons d'investir son argent. Il Très faut intéressant. juste avoir de l'argent. Et puis, ça dépend aussi du risque que vous êtes prêt à prendre. Si, parce que l'investissement ne veut pas forcément dire qu'on va gagner de l'argent. Hmm. C'est pas parce que vous vous lancez dans l'immobilier que demain vous serez le roi de Stéphane Plaza, quoi. Non, l'immobilier, des fois aussi, on peut tomber sur des convenus. Donc, il faut déjà, avant de se lancer dans un truc, s'intéresser un petit peu à la chose. Ne pas être vraiment le novice qui arrive avec son argent et qui remet à quelqu'un rends-moi riche, quoi. Non, faut s'intéresser quand même un petit peu, un minimum, avoir un minimum de connaissances sur le domaine où vous voulez investir, quoi. Ouais. Donc, Voilà. il y a Alexandra qui nous dit qu'elle ne sait pas pourquoi laisser l'argent dans son compte plutôt qu'investir pour le capitaliser. Donc, oui, non, mais après, moi, je pense que je suis d'accord avec Emma dans le sens où des fois, tu sais pas trop, en fait, et tu as un peu peur, et tant que tu connais pas le domaine dans lequel tu veux investir, bah, je te dis, vaut mieux que je me renseigne Ouais, ben, c'est de prendre le temps. Enfin, avant d'investir. prendre le temps, ça veut pas dire que tu vas laisser ton argent un an dans ton compte. Enfin, quand tu t'intéresses vraiment, c'est-à-dire quand tu as vraiment envie d'investir, tu t'intéresses au sujet. Tu vas sur un sujet qui t'intéresse, tu essayes de te documenter, tu rencontres des personnes, des coachs, ton banquier, des trucs, des gens qui ont réussi dans le domaine et qui peuvent t'apporter une certaine connaissance, une certaine expertise, qui peuvent t'aider. Aujourd'hui, il y a plusieurs coachs en immobilier, beaucoup de façons d'investir en fait. Donc, il faut juste s'intéresser et plus tôt vous serez informé et vous allez connaître un petit peu plus sur le domaine et vous pourrez sortir votre argent de la banque. Il ne s'agit pas de le laisser en banque, il s'agit de vraiment prendre son temps parce que, comme je dis encore une fois, c'est de l'argent que vous avez durement gagné. Alors, c'est pas parce que, ah non, il faut que ça sorte de la banque, je vais investir dans le premier truc que je trouve. Non, non, Voilà. c'est clair. D'accord. Bah, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et donc, Arsène qui dit, voilà cette histoire de Bitcoin, j'aimerais bien en savoir plus car pour moi, c'est pas fiable. Et bah, comme elle vient de nous le dire si bien, Emma, si tu veux en savoir plus, il va falloir que tu ailles te renseigner plus en Ouais, détail. parce que j'en sais pas plus. Moi, j'investis pas dedans. Je sais pas que ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que j'ai tort, hein, mais je veux dire, si je dois investir dedans, il faut que je prenne le temps de me documenter. Et ce temps-là, actuellement, je l'ai pas. C'est soit je prends le temps de me documenter dessus, soit je paye un courtier qui va me parler de ça et puis placer mon argent. Donc moi les bitcoins, je peux rien te dire dessus parce que j'investis pas dans ce domaine. Donc si ça t'intéresse, il faut vraiment prendre le temps de te documenter, de voilà, de chercher à en savoir plus avant de mettre ton argent dedans, quoi. Parce que moi je reçois par exemple beaucoup de mails, beaucoup de trucs où on te dit bah ouais le bitcoin ceci machin truc où on te fait vraiment enfin là pas du gain. Mais c'est pas pour autant que voilà, je vais parce que personnellement, je trouve ça trop virtuel en fait pour moi. Enfin, c'est virtuel et euh, il faut s'intéresser en fait. Si ça se trouve, j'ai une mauvaise, j'ai pas la bonne méthode de pensée hein, au sujet du Bitcoin, mais c'est juste que ça ne m'intéresse pas actuellement et que voilà, enfin, si ça t'intéresse, documente-toi et puis lance-toi. Exactement. Moi, j'ai un collègue, franchement, il regarde son téléphone, sa page, si je peux dire, un site Bitcoin. Il la regarde minimum 5 fois par jour. Et ça, je pense Bah ouais. que c'est uniquement le temps sur lequel on est sur le plateau. Donc après, j'imagine qu'il le fait chez lui aussi. Ouais, ouais. Basta. Donc il est Ça devient une véritable obsession parce que moi, je sais que j'ai plein de mails où je suis tout le temps relancée, peut-être parce que je suis sur des pages où on parle d'investissement, tout ce qui est bourse, machin.
Mais moi, je préfère en fait investir dans les sociétés de capitaux qui sont tenues par des personnes, enfin, où le propriétaire, c'est lui, ou comment ça s'appelle, le PDG, c'est lui le dirigeant de l'entreprise. Parce que tu sais qu'il prendra soin de cette entreprise parce que c'est son business. Moi, j'investis dans ce genre de trucs. Et tu as plein de sociétés comme ça dans le CAC 40 qui sont dirigées par des familles comme Louis Vuitton, machin truc. Ce genre de société, on peut investir. Enfin, moi, j'investis plus dans ce genre de trucs, dans des sociétés, dans des capitaux, des trucs comme ça, que pour moi, le Bitcoin est vraiment trop virtuel, quoi. J'aime pouvoir avoir, enfin, moi, en fait, ça m'intéresse. Tout simplement, c'est ça. Ça m'intéresse. Ouais, je pense que Je m'intéresse pas au Bitcoin, je cherche pas. Donc, c'est juste que ça m'intéresse, c'est tout. Si ça m'intéressait pas, je serais sûrement pas allée là-bas. Mais ça m'intéresse. Voilà. pense que c'est ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Pour les bons joueurs, Ouais. pour investir son pognon. Donc oui, normalement, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les remettre en commentaire. Et Il y a quelqu'un qui a posé une question, c'est quoi? Enfin, je vais la voir. Hein. Un mois de salaire minimum en épargne. C'est-à-dire, en fait, tu disais qu'il faut se fixer un objectif en fait d'épargne et on peut se fixer un objectif pour atteindre un mois de salaire. Je pense que c'était ça le point. ah d'accord. Ah oui, mais parce que l'épargne de précaution, en fait, quand on parle d'épargne de précaution, on se met dans le sens que si vous avez un pépin, par exemple là, avec le Covid, imaginez que vous perdez votre travail. Hmm. Il faudrait, en fait, on dit que euh, dans la gestion des finances, on dit d'avoir au moins un minimum de 3 mois de salaire. Parce qu'on s'entend qu'en 3 mois, vous êtes capable de reprendre le contrôle sur la situation. Imaginez que vous perdez votre emploi. Par exemple, on est dans la situation de Covid là. Votre employeur vous dit, vous avez pas, vous perdez votre travail. C'est pas en un mois que vous allez avoir le temps de vous retourner. Un mois, ça passe vite fait. Donc, quand on vous dit d'avoir minimum 3 mois, c'est parce que si vous arrive une véritable tuile, au moins, on sait qu'en 3 mois, vous avez le temps de vraiment, parce que le premier mois, souvent, on est assommé, on se dit, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Hmm. À moins qu'on ne soit vraiment fort mentalement et qu'on se dit, bon, il m'arrive ça, je me bouge, je fais ça parce qu'il me reste 3 semaines à vivre. Hmm. Mais quand on dit 3 mois, c'est vraiment parce qu'on se dit, il faut que la personne, voilà, prenne le temps de cogiter, qu'est-ce que je fais, machin. Et puis souvent, on n'est pas tout seul dans l'histoire. Il y a la famille, il y a ceci. Donc, un mois, c'est vraiment, un mois, on n'a pas le temps de se retourner. Un mois, c'est passé vite fait. Déjà, le temps qu'on t'annonce ça, un mois, tu reçois ta lettre de démission, tu reçois ton salaire et tout. Et puis, un mois est vite passé parce que le temps que tu réagisses, un mois, c'est vraiment petit. Donc, le minimum, vraiment, c'est 3 mois. Et 3 mois, c'est pour avoir une marge de manœuvre, en fait. Voilà. Mais après, si tu sais que ton mindset est béton, que toi, tu peux te retourner, tu peux trouver un travail, un job, un truc en moins d'une semaine. Let's go. Un mois d'épargne minimum. Hmm, Et hmm. puis, des fois, il faut être peut-être joueur aussi. Hein. Ouais, Ouais, bah bien. ouais. Bah, après, ça dépend. Comme je dis, ça dépend du risque de chacun. Quand on est seul, sans enfant, on sait que on n'embarque pas tout le monde dans notre galère. Mais quand derrière, il y a des enfants et qu'on se dit peut-être que je vais perdre ma maison, qu'est-ce que je fais le temps que ça remet beaucoup de choses en question. Quoi. Donc, voilà. Ouais. Franchement, moi, je sais pas. Je regarde l'heure et je me dis, ouh, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, mais moi, j'ai pris plein de notes. Je vous montre Bah, contente. J'espère que. le replay pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Vous pourrez regarder le replay après. En tout cas, on espère que ce live vous a plu. Je sais pas, tu veux dire, C'est ça? quelque chose? Ah non, 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 moi je t'écoute. Ah, d'accord. Donc, on espère que ce live
live vous a plu. Bizarrement, il y a Arsène qui me disait au revoir là, et en fait, je me dis, en fait, moi j'ai fait l'idée de base d'inviter des personnes, etc., d'inviter des femmes, d'inviter mes invités spéciales même. Bah, c'était plus pour les femmes, mais je me rends compte qu'il y a plus d'hommes qui sont intéressés. La semaine dernière. Et les finances, c'est pas qu'une question de femmes, ça concerne tout le monde. Et puis, Oui, je sais bien. Et je veux dire que de base, dans mon idée de base, parce que c'était par rapport au fait que voilà, on est le mois de mars, c'est la journée de la ouais. des droits des femmes. Et donc voilà, donc, moi, dans ma tête, c'était ça. Mais je suis contente de me rendre compte que bah, finalement, il y a des hommes aussi qui sont intéressés par le sujet. En tout cas, on espère que ce live vous a plu. Si tel est le cas, tant mieux. Pour reparler à Emma, vous avez sa page Instagram, j'aime mes finances, si vous avez des questions, etc. Mais surtout, Instagram, je suis pas vraiment active dessus. On est clair que retrouvez-moi sur Facebook parce que, comme je disais tout à l'heure, moi et la technologie, ça commence à aller. Oui, ça va venir. Il n'y a pas de souci, moi je m'en fais pas. J'ai épinglé là le lien du groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est très simple, c'est J'aime mes finances, comme le nom de la page Instagram, GEMMESFINANCES. Donc, dans le groupe J'aime mes finances, on a droit à des publications très régulières et on est édifié sur plein de sujets très régulièrement. Ouais. Et par exemple, le sujet sur apprendre à dire non, comment gérer ses finances en couple. Il y a plein de sujets qu'on a déjà abordés comme ça. Et puis, il y a des vidéos aussi sur la page YouTube sur comment reprendre justement le contrôle sur ses finances. Il y a quelques vidéos et donc, vous pouvez aller dans toutes ces plateformes et voilà. Mais Facebook, c'est la page où je suis vraiment la plus active en fait. Allez, donc, Facebook, vous avez bien. Et si vous avez des choses en particulier, des problématiques vraiment détaillées, personnalisées, etc., n'hésitez pas à la contacter directement. Voilà. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour toutes ces belles pépites que tu as partagées avec nous. Et je te souhaite une très bonne soirée. Et d'ailleurs, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. On espère vraiment que vous avez apprécié. Et on se dit à la prochaine pour le prochain rendez-vous sur une autre thématique qui, j'espère, vous intéressera aussi. Donc, ouais, il faut vraiment que tu apprennes à dire non, Arsène. D'ailleurs, gardez la ça va pas du tout. Il va falloir que tu corriges ça. Parce que ouais, il faut. C'est juste de la gestion des limites. Eh ben oui. Et en plus, tu as l'argent en main, c'est-à-dire que ça sort comme. Ah ouais, oui. Attends. Non. Il cumule trop de choses, Arsène. Hein. On t'attend dans le groupe Facebook. Là, je dois t'inscrire là ce soir parce que je pense que là, je dois pouvoir corriger plein de choses. Donc, de toute façon, on est là pour apprendre. Tout le monde, on est tous là pour apprendre. Donc, franchement, n'hésite pas à venir nous rejoindre là. Et je te dis, tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Moi, en tout cas, moi, j'apprends tous les jours avec Emma. Donc, voilà. En tout cas, je pense qu'on a tout fini. Normalement, la femme doit virer tout son salaire sur le compte du mari. Et c'est vice-versa, hein. Non. Normalement, c'est un compte joint. C'est vice-versa. Ça dépend. Tiens, à ce sujet-là, j'ai une vidéo sur YouTube qui peut t'intéresser ou même des publications sur le groupe Facebook. Parce que, en fait, dans la gestion des finances du couple, justement, c'est en fonction, c'est vraiment par rapport à notre rapport à l'argent. Parce que toi, tu peux venir avec ta philosophie, donne-moi tout, et l'autre derrière te dit non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai publiée sur YouTube ou sur le groupe Facebook. Voilà. En tout cas, oui, non, mais après, voilà, il nous embête. Ah bah, j'avais bien compris. Non, mais après, par exemple, nous, chacun a son compte, après, il y a le compte commun, etc. Bref, ça chacun... Il y a différentes méthodes, Il n'y a pas une méthode qui soit vraiment, c'est vraiment par rapport à notre rapport à l'argent. Il n'y a pas une méthode qui soit fixe ou qui soit la super méthode, parce que vous pouvez mettre en place quelque chose qui l'autre n'est pas heureux dans ce système et qui soit contraignant, et c'est source de conflit, quoi. Il faut aller progressivement. On peut commencer par chacun son compte et finir à la longue avec un compte joint lorsque la confiance est vraiment installée, quoi. Exactement. Voilà.
Non, mais je suis totalement d'accord. C'est vraiment. En fait, moi, je pense aussi que si on va sur ce sujet-là, c'est que les gens, ils en parlent pas. On se retrouve dans le Mm. couple, on s'aime bien, machin, nanana, chacun vit de son côté, on n'en parle pas. Et après qu'on se retrouve à vivre ensemble, on sait pas trop, en fait. Ouais, On sait pas trop. ouais, c'est pour ça. On n'a pas parlé, et ben, En tout cas, je vous invite à aller regarder tout ce qu'on a publié, nous, sur gérer l'argent sur le couple, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur j'ai Facebook. partagé Je suis sûre que vous allez vous trouver forcément une solution qui vous convienne là-dedans. Voilà. ce n'est Donc, pas la meilleure solution, monsieur. Il dit la meilleure méthode, c'est laisser son salaire à son mari et il va bien gérer ça. Les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes pour commencer. Là, je fais ma petite féministe là. En tout cas, c'était ça très dépend. bien. On espère que vous avez apprécié. Très sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je te remercie de tout mon cœur, Emma. Et De rien. je vous souhaite une très bonne soirée, tout le monde. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous. Et surtout, portez-vous bien. À Au bientôt. revoir. Bye.